OTC, l'histoire et les mémoires du génocide des Juifs et des Tziganes. Bonjour. Bonjour. Alors, la question qui va nous guider aujourd'hui, elle est vertigineuse. Elle touche à la manière dont une société se regarde en fait dans le miroir de son passé. Hmm, Comment l'histoire du génocide des Juifs et des Tziganes, ce crime absolu, a-t-elle réussi à faire son chemin au fil du temps dans notre mémoire collective? C'est pas une ligne droite, hein. Non, c'est un parcours sinueux, plein de silences, de réveils brutaux et de débats qui nous animent encore aujourd'hui. Oui, c'est un processus qui est fascinant et douloureux à la fois. Pour le comprendre, je pense que le mieux, c'est de suivre une sorte de chronologie, en 3 grandes étapes. D'accord? Premièrement, on va explorer la période juste après la guerre, ce moment un peu paradoxal de reconstruction où domine un immense silence, presque un déni. D'accord. Deuxièmement, on analysera le grand tournant à partir des années 60, où la parole se libère et où la mémoire de la Shoah émerge enfin. Et enfin? Et troisièmement, on se penchera sur la situation actuelle, les enjeux, les formes de ce qu'on appelle le devoir de mémoire, avec ses réussites, mais aussi ses limites. Parfait. Alors, plongeons dans cette première période, l'immédiat après-guerre. Le monde vient de découvrir l'horreur des camps. On imagine le choc. Le choc absolu, oui. Ce n'était pas une guerre comme les autres, les sources le rappellent bien. C'était une guerre d'anéantissement où les civils étaient la cible principale. Tout à fait. Et au cœur de cette machine de mort, il y avait un projet idéologique d'éradication totale qui visait spécifiquement les Juifs et les Tziganes. Et le choc est encore plus grand quand on met des chiffres sur cette réalité. Ah oui. Les données des historiens sont sans appel. Pour la Shoah, donc le génocide des Juifs, le bilan s'élève à 5,1 millions de morts. 5 millions. C'est 55% de la population juive d'Europe qui a été exterminée. Et la mort venait de partout, hein. 800 000 personnes dans les ghettos, 1,3 million assassinés par les Einsatzgruppen, Ces unités mobiles de tuerie. c'est ça, qui suivaient l'armée allemande. Et près de 3 millions dans les camps. Et on parle beaucoup de la Shoah, c'est vrai, mais il y a cet autre génocide, le Porajmos, celui des Tziganes, qui a l'air d'avoir été enseveli sous un silence encore plus épais. Absolument. On estime à 250 000 le nombre de victimes tziganes. Ça représente un quart de leur population en Europe. La logique était la même, mais la reconnaissance de ce crime sera beaucoup plus tardive. C'est un point crucial. Dès le début, les deux mémoires ne suivent pas le même chemin. Pas du tout. Face à cette horreur, la première réaction des Alliés, elle est judiciaire. Il y a le procès de Nuremberg en 1945. Oui, on juge les grands criminels nazis. On invente même la notion de crime contre l'humanité. Et puis l'ONU, en 1948, définit le mot génocide. Donc, on a les mots, on a les faits, on pourrait croire que tout est en place pour que le souvenir s'ancre. Et pourtant, C'est le grand silence qui s'installe. comment on explique ça? C'est le grand paradoxe. Une fois les procès terminés, les sociétés européennes veulent tourner la page. Elles sont en pleine reconstruction, matérielle, mais aussi psychologique. L'heure est à l'avenir, pas au passé. Et le génocide est comme noyé dans la masse. Exactement. Noyé dans les souffrances générales de la guerre. On parle des millions de morts, des villes détruites, mais la spécificité du sort des Juifs et des Tziganes est gommée. En France, cette tendance a une forme particulière que l'historien Henri Rousseau a appelé le mythe résistentialiste. C'est fou cette idée. C'est une construction politique très efficace, en fait. L'idée, portée par De Gaulle, c'est de présenter la France comme une nation unanimement résistante, à quelques traîtres près. Vichy n'était pas la France, c'était une parenthèse. Une vision héroïque qui permet de ressouder le pays. Oui, mais elle a un coût énorme. Elle occulte complètement la collaboration active d'une partie des Français et de l'État français dans la déportation. Dans ce récit, il n'y a pas de place pour le rôle de la police française dans la rafle du Veldiv, par exemple. Donc on n'est pas dans l'oubli, mais dans un refoulement actif. Presque une censure. C'est ça. L'exemple le plus saisissant, c'est celui du film Nuit et brouillard d'Alain Resnais, en 1956. Une œuvre pionnière. Un choc. Mais dans une scène filmée dans le camp d'internement de Pithiviers, on voit un gendarme français reconnaissable à son képi. Eh bien, la commission de censure a exigé que le képi soit masqué. C'est vrai, hein? Oui. Les producteurs ont dû bricoler l'image, ajouter une fausse poutre pour cacher ce détail. C'est un acte de censure qui en dit très long, hein. Il fallait à tout prix cacher la complicité française. On a donc cette chape de plomb qui s'installe pendant près de 20 ans. Qu'est-ce qui a bien pu fissurer ce silence? Quel a été l'électrochoc? L'électrochoc a un nom, Adolf Eichmann. Son procès à Jérusalem en 1961, c'est le tournant décisif. Eichmann, le logisticien de la solution finale. C'est ça.
Pas un grand idéologue, mais celui qui organisait les convois vers les camps. Après sa fuite en Argentine, il est capturé par le Mossad. Et Israël décide de lui faire un procès, non pas juste pour le juger lui, mais pour raconter l'histoire du génocide au monde entier. Et ce qui change tout, c'est la méthode. Ce n'est plus comme à Nuremberg. Plus du tout. On n'est plus dans les piles de documents administratifs nazis. Comme l'analyse l'historienne Annette Viviorca, on assiste à l'avènement du témoin. L'avènement du témoin. Pour la première fois, des centaines de survivants viennent à la barre et racontent leur histoire, face aux caméras du monde entier. La mémoire passe des archives à la voix humaine. Le monde n'entend plus des statistiques. Non. Il entend le récit d'une mère, d'un enfant, d'un survivant. C'est bouleversant et ça change radicalement la perception de l'événement. Le survivant devient une figure centrale. Mais ce qui est tragique, c'est que si la parole des survivants juifs est enfin entendue, celle des survivants tziganes, elle, reste complètement inaudible à ce moment-là. C'est là que les chemins divergent encore plus. Le procès à Eichmann est un moment fondateur pour la mémoire de la Shoah. Il n'y a pas d'équivalent pour le Porajmos. Leur silence va durer des décennies de plus. Et ce réveil, il est aussi porté par des historiens qui osent poser les questions qui fâchent. En France, il y a le livre de l'Américain Robert Paxton, La France de Vichy, en 1973. C'est une bombe à l'époque. Une bombe, oui, car il démolit méthodiquement le mythe résistentialiste. En se basant sur les archives allemandes, Paxton montre que Vichy n'a pas été un moindre mal. Non. Il montre que c'était un régime qui a mené sa propre politique antisémite et qui a collaboré de son plein gré à la déportation, allant même parfois au-devant des exigences allemandes. Pour beaucoup de Français, c'est la fin d'une illusion confortable. Tout à fait. Et la culture aussi s'en mêle. C'est fou de penser qu'un chef-d'œuvre comme Si c'est un homme de Primo Levi, écrit en 1945, a d'abord été refusé par les éditeurs. Qu'est-ce que ça nous dit de l'époque ? Mais ça nous dit que les gens n'étaient pas prêts. Les éditeurs pensaient que le public voulait de l'héroïsme, de l'espoir, pas un plongeon dans les ténèbres d'Auschwitz. Et le livre devient un succès seulement dans les années 80. Exactement. C'est la preuve que les œuvres ne rencontrent leur public que lorsque la société est mûre pour les recevoir. Plus tard, une bande dessinée comme Maus d'Art Spiegelman trouvera un langage totalement nouveau pour dire l'indicible. Au cinéma, impossible de ne pas parler de Shoah de Claude Lanzmann en 1985, un film de près de 10 heures sans une seule image d'archive. C'est un parti pris radical. Radical et génial. Lanzmann refuse le spectacle des archives. Il veut faire surgir le passé dans le présent. Comment il fait ça ? Il filme les lieux, vides, et il fait parler les témoins. Survivants, bourreaux, voisins polonais. C'est la parole brute, parfois hésitante, parfois glaciale, qui devient le seul véhicule de la mémoire. C'est une expérience éprouvante, mais essentielle. Pendant ce temps, la justice, elle, ne s'arrête pas. Il y a les chasseurs de nazis, comme Serge et Beat Klarsfeld. Oui, il traque les criminels en fuite. Et la loi évolue. En 1964, la France rend les crimes contre l'humanité imprescriptibles, ce qui va permettre des procès très tardifs, mais capitaux. La fameuse trilogie des grands procès français. C'est ça. Klaus Barbie en 87, le chef de la Gestapo de Lyon, Paul Touvier en 94, chef de la milice collaborationniste, et Maurice Papon en 98, haut fonctionnaire de Vichy. C'est essentiel parce que ça met la France face à toutes ses responsabilités. Exactement, le criminel nazi allemand, le milicien français fanatique et le bureaucrate zélé qui signe les ordres de déportation. Le visage du mal devient multiple. On arrive donc à notre troisième point. La mémoire est éveillée, la justice a fait une partie de son chemin. Comment cette mémoire devient-elle une affaire d'État, une politique publique ? C'est le passage à ce qu'on appelle le devoir de mémoire. Les pouvoirs publics s'emparent du sujet. En France, le tournant, c'est le 16 juillet 1995. Le discours de Jacques Chirac ? Oui, lors de la commémoration de la rafle du Veldiv. C'est la première fois que le plus haut représentant de l'État reconnaît la responsabilité de la France. Les mots sont d'une force incroyable. Il faut les citer. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été secondée par des Français, par l'État français. La France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. C'est une rupture totale avec le discours gaulliste. On sent tout le poids de l'histoire, là. Et cette reconnaissance s'incarne ensuite dans la pierre. En 2005, le mémorial de la Shoah à Paris inaugure le mur des noms. On y grave les 75 500 noms des Juifs déportés de France. On leur restitue une identité. Voilà, une histoire personnelle
à des victimes que les nazis voulaient réduire à des numéros. Et à l'échelle européenne, le lieu symbole, c'est évidemment Auschwitz-Birkenau, un lieu qui lui aussi a une histoire mémorielle complexe. L'historien Jean-Charles Surek parle de conflit de mémoire. Ça veut dire que pendant toute la période communiste, la mémoire officielle du lieu, portée par la Pologne, c'était une mémoire antifasciste et patriotique. On honorait les résistants polonais morts à Auschwitz. Mais on occultait la spécificité du génocide juif. Voilà, on occultait le fait qu'Auschwitz était avant tout le plus grand centre de mise à mort des Juifs d'Europe. Il a fallu attendre les années 90 pour que ça soit pleinement reconnu sur le site même. Et aujourd'hui, ces lieux font face à des défis complètement nouveaux, comme le tourisme mémorial. J'ai vu passer ces polémiques sur les réseaux sociaux avec le mémorial d'Auschwitz qui doit rappeler aux visiteurs d'arrêter de faire des selfies souriants sur les rails du camp. C'est le risque de la banalisation, oui. Quand un lieu de massacre devient une destination touristique, comment on s'assure que le respect demeure? C'est une question très actuelle. Et un autre grand défi, c'est de faire de la place à la mémoire oubliée. Celle du Porajmos, oui. On y revient. La reconnaissance officielle de ce génocide a été incroyablement tardive. Extrêmement. L'Allemagne reconnaît sa responsabilité en 1982, mais le mémorial central à Berlin pour les Sinti et les Roms n'est inauguré qu'en 2012. Et en France ? En France, il faut attendre 2016 pour que le président François Hollande reconnaisse la responsabilité de l'État français dans l'internement des Tziganes. On mesure le décalage. Pour finir, il y a la question qui fâche toujours. Comment représenter le génocide ? Le film La liste de Schindler de Spielberg en 1994 a été un phénomène mondial, mais a aussi déclenché une vive polémique. Surtout avec Claude Lanzmann, oui. Sa critique est féroce, il accuse Spielberg de trivialiser l'Holocauste. Pourquoi ? Pour lui, en choisissant de raconter l'histoire qui est exceptionnelle, de Juifs qui sont sauvés, Spielberg crée une fiction rassurante, avec un happy end relatif, qui trahit la réalité de l'extermination de masse. C'est une critique très dure, mais on pourrait aussi dire que la liste de Schindler, même avec ses défauts, a permis à des millions de personnes de prendre conscience de la réalité de la Shoah. Est-ce que cette trivialisation n'est pas le prix à payer pour une mémoire de masse ? C'est tout le débat, et il est sans doute insoluble. Spielberg lui-même a d'ailleurs eu cette phrase très humble et très forte. « J'ai échoué, comme Claude Lanzmann, comme Primo Levi ». Il reconnaît par là qu'aucune représentation ne peut être à la hauteur de l'événement. Exactement. Et cette difficulté, elle ouvre la porte à la dernière menace J, le négationnisme, la négation pure et simple des faits. La loi, comme la loi Guesso de 1990 qui pénalise ce discours, est un rempart. Mais la bataille principale se joue dans l'éducation. Pour résumer, ce parcours de la mémoire est tout sauf un long fleuve tranquille. On est passé d'un silence de plomb, dicté par le besoin de reconstruire, à une émergence lente, douloureuse, portée par la voix des témoins, le travail des historiens et le courage des artistes. Aujourd'hui, ce devoir de mémoire est institutionnalisé, mais il doit faire face à de nouveaux défis, le temps qui passe, le risque de la banalisation, la nécessité d'inclure toutes les victimes et la lutte permanente contre les discours de haine. Nous vous souhaitons de bonnes révisions.